Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Bienvenue dans Afrique Midi. Tout de suite, le sommaire. Abidjan abrite depuis hier la conférence internationale sur le thon en Afrique. Le Premier ministre ivoirien David Caban-Denkan a procédé hier à l'ouverture des travaux qui se tiennent sur 2 jours. À la une également, de nouvelles dispositions exceptionnelles en Sierra Leone pour faire face au virus Ebola. 1 200 000 personnes sont placées en quarantaine. Ouverture hier à Abidjan de la conférence internationale sur le thon en Afrique. Les participants venus d'Afrique et d'autres continents échangent sur les questions liées à la transformation, la pêche et le commerce du thon. La première conférence internationale et exposition sur le thon en Afrique s'est ouverte officiellement en présence du Premier ministre Denis Caban-Denkan avec à ses côtés le ministre des Pêches et de l'Aquaculture du Ghana, Annie Tchéri. Atuna est un moment d'échange sur différentes questions liées à la filière thonière. Les opérateurs, les armateurs, les conserveurs, les distributeurs, et donc il y a besoin de se voir, et aujourd'hui, ces conférences thonières se font surtout en Asie. Il manquait véritablement des conférences en Afrique. La pertinence des thèmes qui seront abordés, entre autres l'état des stocks, la pêche et l'industrie thonière, le marché thonier, ainsi que les débats qui en découleront, contribueront sans nul doute à l'amélioration des performances des experts ici réunis. Nos industries thonières connaissent des progrès indéniables, mais il existe encore de nombreuses contraintes à lever pour atteindre un plus grand niveau de performance. Il s'agira notamment d'échanger sur des thématiques majeures relatives au développement de la pêche et l'industrie du thon, à la situation aux tendances des captures, à la transformation et à la commercialisation des produits de pêche, aux questions liées aux nouvelles technologies, aspects écologiques, et ne l'oublions pas environnemental. La première conférence internationale et exposition sur le thon en Afrique s'achève ce vendredi après 2 jours de travaux. Sont réunis à Abidjan des experts et autres acteurs du secteur du thon d'une dizaine de pays. Non à l'autonomisation, non au fédéralisme ou à l'indépendance du nord du Mali, tels étaient les principaux slogans scandés au cours d'une marche pacifique organisée hier à Bamako. Des milliers de Maliens ont répondu à l'appel de 42 associations de la société civile, Sekou Tangara et Cheikh Tidiane Koulibaly pour le compte-rendu. Une marche contre l'autonomie, le fédéralisme ou l'indépendance des régions nord du Mali. De mémoire de Maliens, jamais une marche n'avait drainé aussi de monde après celle du mouvement démocratique des années 90. Le Mali est un peuple, le Mali est un but, le Mali est un peuple. De la place de la Liberté, lieu de rassemblement au monument de l'indépendance, le point de convergence, le Mali, dans sa diversité religieuse, ethnique et politique, a exprimé son ras-le-bol face à la tournure que sont en train de prendre les pourparlers d'Alger. L'Union nationale à travers du Mali, qui a donné son mot d'ordre à ses militants de participer massivement à cette marche, reste dans un Mali indivisible, démocratique, laïque et social, et s'oppose à toute partition de la République du Mali. Toute forme d'indépendance, quoi qu'elle soit. On a décidé de se lever comme un seul homme et dire non au fédéralisme, dire non au statut particulier du Nord, dire non au régionalisme, dire non à l'autodétermination. Parce que tout ça, si nous acceptons, ça va amener à une indépendance un jour. Ce non massif à toute forme d'autonomie et d'indépendance des régions nord du Mali intervient après les manifestations organisées à Tombouctou et Gao. Et ce n'est pas tout, d'autres idées sont en gestation. Mais ce qui serait mieux, c'est que les jeunes de toutes ces régions du Sud rejoignent un jour les jeunes de Tombouctou et de Gao. Et qu'ensemble, drapeau blanc en main, ils marchent sur Kidal, dans l'Adra des Iforas, pour dire à nos frères, nous sommes opposés à notre séparation. Présents à la manifestation, les membres du gouvernement se sont félicités de l'initiative des 42 associations de la société civile. Désormais, le gouvernement du Mali n'est pas seul. Il a le soutien populaire et massif dans le combat de la sauvegarde du caractère laïque, démocratique et indivisible du Mali.
Comment mettre fin au cycle de violence en Guinée en marge du lancement de la réflexion sur les droits de l'homme? La question a été abordée par le ministre guinéen des droits de l'homme qui a invité l'ensemble des acteurs à s'impliquer pour trouver une solution durable à cette problématique. Au cours de cette rencontre entre Khalifa Gassama Diaby et les défenseurs des droits de l'homme, le drame de Womé était dans tous les esprits. Womé allonge la liste des violences que le pays a connues ces dernières années. La violence est devenue une réelle menace pour le pays. Il faut que chacun agisse pour mettre fin à ce cycle infernal de violence. Il faut évidemment que la justice, l'institution judiciaire, mais aussi les familles, l'ensemble de la société, les acteurs politiques, les acteurs sociaux, chacun assume ses responsabilités pour mettre fin à une situation qui commence à devenir préoccupante pour notre pays. Selon le ministre Gassama, le respect des libertés publiques et l'instauration d'un état de droit nécessitent une forte implication des organisations de la société civile. Nous sommes une société en chantier, nous sommes une société qui vient de loin, nous sommes une société qui a des problèmes institutionnels, structurels. Ce qui est important avec l'ensemble des organisations de la société civile, les syndicats, les organisations socio-professionnelles, les organisations de défense des droits humains, pour voir immédiatement ce que nous pouvons faire pour alerter l'ensemble de la société guinéenne sur la menace qui guette notre pays. Cette rencontre entre Khalifa Gassama Diaby et les défenseurs des droits de l'homme intervient quelques jours après la célébration de la Journée internationale de la paix. À la une de l'actualité, la mobilisation contre le virus Ebola qui continue. La Sierra Leone adopte de nouvelles mesures de confinement de sa population. 1 200 000 personnes sont mises en quarantaine dans 3 provinces du pays. Après avoir passé une série de barrages gardés par des militaires, voici Kalia, un village décimé par le virus Ebola. Dans ce seul village, nous avons eu 29 cas. Plus de 21 sont morts à cause d'Ebola. Comme plus d'1 million de Sierra-Léonais, les habitants de Kalia ont été placés en quarantaine. 7 militaires et 5 policiers ont installé leur campement ici. Personne ne rentre, personne ne sort pendant 21 jours, la durée maximum d'incubation du virus. Cet homme, Festus Boundé, est chargé par les autorités de surveiller que tout le monde va bien. Chaque matin, il passe de maison en maison pour demander aux membres du foyer s'ils ressentent des symptômes faisant penser à Ebola. Désormais, si quelqu'un tombe malade, il pourra être pris en charge ici, dans le nouveau centre de traitement de Médecins sans frontières. Sorti de terre en quelques semaines, ce centre est fait pour durer, car il faudra des mois pour venir à bout de l'épidémie. Face à l'urgence de la situation, le président Obama, qui a fait de la lutte contre Ebola l'une de ses priorités, appelle la communauté internationale à agir avec plus de détermination. Actuellement, tout le monde a les meilleures intentions, mais on n'utilise pas toutes les ressources nécessaires pour stopper l'épidémie. Nous savons par expérience que la réponse à une vague de cette ampleur doit être rapide et soutenue. L'Organisation mondiale de la santé a averti que l'épidémie était en croissance explosive. En l'absence d'un renforcement significatif des moyens mis en œuvre, la maladie pourrait contaminer 20 000 personnes supplémentaires d'ici à novembre. Les efforts déployés par le Maroc dans la lutte contre le terrorisme exposé aux Nations Unies, le chef du gouvernement marocain a pris part à une réunion du Conseil de sécurité consacrée aux menaces contre la paix et la sécurité internationale. Une résolution a été adoptée au sortir de la rencontre. Visage fermé, trait tiré, le président Barack Obama relance la guerre mondiale contre le terrorisme. C'est la 6e fois que le Conseil de sécurité se réunit à un si haut niveau en 70 ans. Le vote survenu quelques heures après la décapitation de l'otage français en Algérie ne prendra que quelques secondes. La résolution 2178 fait l'unanimité des 15 membres du Conseil de sécurité.
Cette résolution historique et juridiquement contraignante, elle concerne le recrutement de terroristes. Les nations sont tenues désormais d'empêcher et de réprimer le recrutement et le financement des organisations terroristes afin de limiter le flux de terroristes sur leur sol. Une approche proactive, c'est l'une des réponses du Maroc pour contrer efficacement la menace terroriste. Le chef du gouvernement, Abdelilah Ben Kiran, qui s'exprimait au Conseil de sécurité, a annoncé qu'au moins 2000 Marocains combattent ou ont combattu ces derniers mois dans les zones de tension. Le Royaume a donc amélioré sensiblement son dispositif de répression et de prévention. Nous avons mis en place les mesures de riposte nécessaires. Dernière en date, le renforcement de la législation antiterroriste. L'approche globale du Royaume du Maroc se base aussi sur les mécanismes de coopération internationale dans ce domaine. Notre contribution se veut très active. Comme le Maroc, 30 États se sont exprimés au Conseil de sécurité après le vote de cette nouvelle résolution. Texte qui impose aux États, sous peine de sanctions, d'empêcher leurs citoyens de rejoindre les rangs des organisations terroristes. Londres va-t-elle s'engager dans une participation au raid en Irak contre l'organisation de l'État islamique? En tout cas, les députés britanniques sont appelés à voter ce vendredi. C'est un fantôme qui plane toujours sur le Royaume-Uni. Le spectre de la dernière guerre en Irak entre la population et les parlementaires britanniques. Londres s'apprête pourtant à rejoindre la coalition internationale contre l'organisation de l'État islamique. Mercredi, devant l'Assemblée générale de l'ONU, David Cameron a appelé le Parlement à dépasser ses craintes. Nous devons apprendre des leçons du passé, et notamment ce qui s'est passé en Irak il y a 10 ans. Mais nous ne devons pas être pétrifiés de peur et ne rien faire du tout. En août 2013, les députés britanniques avaient rejeté le projet de frappe sur la Syrie défendu par David Cameron. Un an après ce camouflet, le Premier ministre devrait cette fois obtenir un soutien massif du Parlement. Car malgré quelques manifestations anti-guerre, l'intervention limitée en Irak est majoritairement soutenue au Royaume-Uni. Bethany, la fille de l'otage britannique récemment assassiné David Haines, s'est exprimée publiquement pour soutenir le projet de frappe britannique. L'État islamique doit être éradiqué. Ils ne peuvent pas continuer comme ça. Ils ne peuvent pas continuer de faire ce qu'ils font aux gens et s'en tirer. Et s'il faut des frappes aériennes, des hommes sur le terrain ou n'importe quoi d'autre, alors il faut le faire. Mais le texte présenté au Parlement se limite à des frappes aériennes. Londres a prévenu, aucun soldat ne sera déployé au sol dans les zones de combat. L'Irak a laissé trop de mauvais souvenirs. Les drapeaux en berne pour 3 jours à partir de ce vendredi en France. Hommage en mémoire d'Hervé Gourdel, assassiné par les terroristes algériens alliés à l'organisation de l'État islamique. Dans le village d'Hervé Gourdel, les habitants sont encore sous le choc. C'est une douleur portée par tout un village, toute une région. Les proches, les amis, les voisins d'Hervé Gourdel se sont rassemblés à Saint-Martin-Vésubie. Hommage à l'homme, hommage au montagnard face au bureau des guides qu'il avait créé ici. On continue à se battre et puis voilà, la montagne est belle. Et lui, c'est un mec extraordinaire, un bon mec. Et je pense vraiment, une fois de plus, à ses proches, à sa famille. Voilà. Les gens de la montagne s'associent tous. C'est un acte collectif, je dirais, pour se rapprocher de sa famille. Au milieu de la foule, sa femme et ses enfants. Ils n'ont pas pris la parole. Pour arriver jusqu'à eux, les camarades de son fils ont opté pour une marche de 3 heures sur les sentiers du Mercantour, qu'Hervé Gourdel adorait. Autre symbole fort, ces 2 religieux unis dans le rejet de la barbarie. Nous voulons transmettre un message de notre présence, d'amour et de fraternité. Et on condamne ce qui est arrivé. Étant chrétien, je veux bien dire, c'est que le mal ne peut pas avoir le dernier mot. Ce qui s'est passé, c'est le mal, incarné si j'ose dire. Saint-Martin-Vésubie a dit adieu à Hervé Gourdel. Dans la dignité,
et l'a retenu comme le souhaitait sa famille. Un autre rassemblement aura lieu à Nice, là où il résidait. C'est tout pour Afrique Midi. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.